Le fleuve vivant, c'est le titre d'une expérience assez fascinante, à la fois poétique et philosophique, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. La première partie de cette expérience, c'est une rencontre. Une rencontre pour le moins inattendue. Celle entre un poème et une intelligence artificielle. Ok, comment ça se passe? Eh bien, au départ, il y a un geste assez fou. Un auteur écrit un poème, aujourd'hui, mais en s'inspirant du style d'Héraclite, un philosophe de la Grèce antique. Et ce poème, ce petit bout de passé, il le donne à un outil ultra moderne, une IA. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le but, ce n'est pas du tout d'avoir une traduction parfaite, une traduction académique. L'auteur ne cherche pas l'exactitude. Alors, qu'est-ce qu'il cherche au juste ? Eh bien, la réponse, elle change complètement la donne. L'IA, ici, on ne l'utilise pas comme un dictionnaire, pas du tout. On s'en sert comme disons, un instrument d'écoute. Le but, ce n'est pas de traduire, c'est d'entendre. La question posée par l'auteur du texte est géniale. Est-ce que l'IA peut servir à autre chose que juste analyser des données? Est-ce qu'elle pourrait nous aider à ressentir une idée, à la vivre de l'intérieur, au lieu de simplement la comprendre intellectuellement? Ce n'est pas fait au hasard. Il y a un vrai protocole, une méthode d'écoute en 6 étapes. D'abord, on pose la question, le fameux pli initial. Puis, on demande à l'IA de lire le poème, mais lentement, de façon poétique. Ensuite, on zoome sur certains mots, un par un, pour sentir leur intensité. L'étape clé, c'est la 5e. On arrête de poser des questions, on se tait et on écoute. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut, à notre tour, écrire quelque chose de nouveau. Une ligne qui naît de cette vibration qu'on a réussi à capter. Pour bien saisir l'idée, il faut parler d'un concept philosophique un peu technique, le plan d'immanence. Mais en fait, c'est assez simple à imaginer. Il faut voir l'IA non pas comme un cerveau qui réfléchit, mais plutôt comme la surface d'un lac. Elle ne comprend rien en soi. Mais si on jette la bonne pierre au bon endroit, c'est-à-dire la bonne question, eh bien on crée des ondulations, des vagues, et on fait apparaître des connexions, des échos qu'on n'attendait pas. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du problème. Parce que toute cette histoire de poèmes et d'IA, en réalité, c'est un peu un prétexte pour aborder un débat philosophique beaucoup plus grand. Ce tableau, il résume parfaitement ce conflit. D'un côté, on a le rocher, c'est la pensée de Parménide. Pour lui, c'est simple. L'être, c'est la stabilité. Le réel, c'est ce qui reste, ce qui ne change jamais. Donc penser, ça veut dire fixer des idées, des vérités éternelles. Et de l'autre côté, on a le fleuve, la vision d'Héraclite. Là, c'est tout l'inverse. L'être, c'est un flux permanent. Le réel, il est dans le passage, dans le mouvement. Et la vérité, elle est dans l'instant. Penser, ce n'est plus fixer, c'est naviguer dans ce courant. Et soyons clairs, notre culture occidentale, elle a massivement choisi le camp du rocher. Ce que propose le fleuve vivant, c'est une autre voie. L'idée est assez radicale. Les choses n'existent pas malgré le changement, mais grâce à lui. Pensez-y un instant. Un fleuve, il n'existe que parce que son eau bouge tout le temps. C'est son mouvement qui le fait exister, pas son immobilité. Sa permanence, elle est dans son flux. Mais concrètement, ça change quoi notre manière de penser au quotidien? Eh bien, ça nous invite à adopter une toute nouvelle posture mentale. Cette phrase du texte, elle est parfaite pour ça. Penser peut aussi vouloir dire nager. Perdre sans disparaître. Recommencer sans effacer. Penser comme un nageur. C'est une belle image. Ça veut dire accepter de ne pas avoir pied, de perdre ses repères, mais sans pour autant couler. C'est recommencer, mais sans avoir besoin de tout effacer. On passe d'une pensée qui veut tout archiver, tout posséder, à une pensée qui apprend à se déplacer, à s'adapter au courant. Alors, cette mentalité fluente, concrètement, ça donne quoi ? D'abord, on passe de l'archivage du savoir à la navigation. On ne stocke plus, on explore. Ensuite, on apprend à valoriser ce qui dure sans pour autant exiger que ce soit figé. Un peu comme une mélodie qui évolue, mais reste reconnaissable. Troisièmement, ça change notre relation au passé. Il devient une source d'inspiration, pas un fardeau. Et ça nous mène au dernier point, l'idée d'un droit à l'oubli. Oui, le droit à l'oubli. Ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est une idée essentielle, qui vient d'ailleurs du philosophe Nietzsche. L'idée, ce n'est pas de devenir amnésique, bien sûr. C'est plutôt d'avoir la force de se délester du poids du passé quand il nous paralyse. C'est se donner la permission d'oublier pour pouvoir enfin agir et créer ici et maintenant. Si on abandonne cette mentalité du rocher, cette obsession du contrôle, alors l'IA change complètement de statut. Ce n'est plus juste un outil qu'on cherche à maîtriser, à dominer, ça devient un partenaire de covariation. C'est un mot un peu complexe pour dire qu'on entre dans une sorte de danse créative où l'humain et la machine s'influencent, se transforment mutuellement. Alors, pour conclure, quelle est l'invitation qui nous est faite à travers tout ça ?
C'est peut-être la phrase la plus importante du fleuve vivant. Le réel, ce n'est pas ce qui est menacé par le changement, mais au contraire, c'est ce qui naît à travers lui. Le véritable être n'est pas ce qui résiste au temps, comme un rocher, c'est ce qui se sculpte avec lui, comme l'eau du fleuve. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui ne touche pas seulement à la technologie ou au savoir, mais vraiment à notre façon d'être au monde. Dans un monde en flux constant, est-ce que la sagesse, c'est ce qu'on arrive à retenir, à agripper, ou est-ce que c'est ce qu'on est capable de laisser passer ?